Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Et pour terminer cette première saison de « Je suis supporter du Paris Saint-Germain », le podcast, je reçois un invité exceptionnel. Un des plus grands supporters du PSG, mais qui a la particularité d'avoir aussi été président du club. Il avait d'ailleurs raconté cette aventure dans un livre paru en 2008 qu'il avait intitulé « Passion impossible ». Bonjour Alain Kézac. Bonjour Benjamin. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander comment allez-vous ? Oh, ça va bien. Donc j'ai eu je ne vais pas vous raconter ma vie ni mes malheurs, mais j'ai eu un pépin de santé il y a en 2016. J'ai fait une chute de vélo très brutale où je me suis fracturé 3 vertèbres cervicales et j'étais opéré, mais c'est transformé 3 semaines après par un AVC. Donc je suis resté diminué, paralysé de la main gauche et jambe gauche pas très rapide. Je suis moins rapide que Mbappé, vous voyez, par exemple. Donc voilà, donc je me suis inventé un nouveau modèle de vie, un nouveau logiciel, et depuis donc 8 ans à peu près. Mais bon, je vis normalement, je travaille tous les jours, je travaille dans une banque d'affaires, je vais au bureau, je suis toujours actif au Paris Saint-Germain dans des domaines qui sont pas les domaines les plus publics, mais au niveau de la fondation, je suis vice-président, et j'étais 30 ans, je crois, ça fait beaucoup, non pas 30 ans, 20 ans, 25 ans, président du CFA, l'AFJS, c'est le centre de formation des apprentis. Et comme maintenant les Parisiens ont déménagé à Poissy, donc je m'occuperai comme peut-être administrateur toujours de l'éducation. C'est une de mes obsessions. Voilà. Vous êtes toujours actif ? Plus que jamais. Plus que jamais. Pourquoi ? Parce que j'écris. Le PSG aussi un peu. J'ai monté une agence de pub que j'ai annoncé hier qui s'appelle Kesako, avec ma fille. D'accord. Une agence de communication. Bon voilà, je donne des conférences, je travaille pour des causes généreuses. Donc en fait, c'est un besoin. Étant diminué, ne pouvant plus faire de sport, parce qu'à 75 ans, on ne fait pas beaucoup de sport, mais je faisais quand même beaucoup de vélo, la preuve, et autres, de footing et autres. Je suis obligé de travailler, d'être occupé, pour ne pas gomberger, comme disaient les sportifs. Donc, je suis occupé, et quand je ne suis pas occupé, ça ne va pas. Donc je m'occupe. J'aime bien déborder. Je comprends. Et en ce moment, on est très occupé également par le Paris Saint-Germain, qui va bientôt jouer sa 2e finale de Ligue des Champions, le 31 mai. C'est 2 jours avant votre anniversaire, vous aurez 85 ans, le 2 juin ? Ah non. 84 ans. Pardon. Très grave ça. Non, 84 ans, le 2 juin, absolument. Donc j'attends ça comme cadeau d'anniversaire qui serait vraiment appréciable. Quel est votre sentiment par rapport à cette finale qui arrive ? Vous savez, d'abord, j'ai perdu l'habitude de faire des pronostics. J'en fais sans arrêt. Je me trompe plus que la moyenne parce que pour jouer Betclic ou autre, moins on s'y connaît, plus on a de chances de gagner. Et moi, en plus, j'ai une chose, c'est que je ne parierai jamais contre le Paris Saint-Germain. Donc, à partir de là, j'ai déjà une chose qui est écrite d'avance sur le papier. Non, je pense que ce sera un match... ce sera un match très spécial parce que les autres matchs que l'on a fait contre Arsenal, par exemple, étaient des matchs avec des équipes qui nous ressemblaient un peu. Je parle surtout d'Arsenal plus que de Liverpool, mais Arsenal ou Manchester City sont des équipes qui jouent technique comme nous, qui ont un jeu de possession, qui sont collectifs aussi. Et nous, on a magnifiquement, d'ailleurs, joué ce rôle grâce à
Luis Enrique en particulier. Et l'Inter de Milan joue très différemment. Donc il y aura notre jeu collectif, notre technique, notre vitesse, et sont des bons footballeurs, leur organisation à l'italienne, leur défense solide et leur force physique. Enfin, donc c'est une équipe qui joue beaucoup de ballons en avant. Donc c'est pas, je suis très honnête, c'est pas mon rêve de footballeur, mais ils sont très forts, quoi. Ils sont très forts. Donc ça va être un match forcément disputé, acharné, mais surtout un choc de culture, mais de style, Ouais. de philosophie. Et vous, l'ancien président du Paris Saint-Germain, on va revenir après sur votre passion pour le club, mais en tant qu'ancien président, de voir le Paris Saint-Germain 2 fois en finale en 4 ans, ça vous fait quoi? Ah bah ça me fait chaud au cœur. Vous savez, quand j'étais président, mon rêve était à ce moment-là contre les champions de France. Donc déjà, c'était pour moi, on avait été champion de France avec Gérard Rouillet, avec Arthur Georges, mais pas récemment. Non, oui, et pas avec moi à la tête du club. Donc c'était un rêve que je n'ai pas réalisé. Et donc maintenant, c'est plus champion de France, ça, on l'a été plusieurs fois. D'ailleurs, je ne minimise pas du tout la difficulté. Tout le monde a l'air de dire ce qui m'agace profondément. Bon, c'est normal, ils gagnent facilement, il n'y a plus de championnat, il n'y a plus de lutte. C'est pas vrai, moi je vais à tous les matchs, en tout cas à Paris. Et je peux vous dire que je suis jamais fier quand on joue contre Auxerre, contre Lyon, Marseille. Ce sont que des matchs difficiles, le Havre, qui viennent d'ailleurs chez nous jouer le match de leur vie. Donc on a souvent une équipe qui joue très, très regroupée. Pas facile, donc dire que on gagne comme ça, c'est facile, on a une grande équipe, on a des moyens. Non, ça c'est pas supportable. Enfin bon, on a été plusieurs fois quand même. Pas toujours d'ailleurs dans la Qatari, je crois qu'une fois ça a été Montpellier. C'est arrivé Montpellier, Monaco et Lille. Montpellier, Monaco et Lille. Et Lille, voilà. Donc ça prouve que. Mais là, je trouve qu'on l'est cette année, mais avec un jeu qui est vraiment plaisant. Très plaisant. Je dis pas étonnant, parce que Luis Enrique a été tellement vilipendé et critiqué par les journalistes et autres qu'il a montré que quelqu'un qui suivait ses idées, avait une stratégie, s'y tenait, n'écoutait pas les commentaires du style machin est nul, machin est bon et tout, de gens qui sont d'ailleurs des gens pas mal. Moi j'ai eu des camarades journalistes très, très talentueux, mais certains journalistes qui ne parlent pas de l'équipe, ne parlent pas de football, ne parlent que des joueurs. Donc ils aiment ou ils n'aiment pas. Ils pensent que leur légitimité, c'est de faire le portrait d'un joueur en le descendant éventuellement, et qui vont paraître là très connaisseurs. Et donc, entraîneur pareil. Et donc, Luis Enrique, on a pris plein la pipe, si je peux dire. Tous, un Barcola aussi, on a singé ses pattes de serin, je crois, un truc comme ça. Dembélé, qui j'ai une affection particulière, même si je ne suis pas ami avec lui parce qu'il est d'Évreux comme moi. Dembélé, oui, il est très fort, mais il marque jamais un but et tout. Ah non, c'est le meilleur buteur. Donc faut être très modeste, et c'est pour ça que je le serai dans mes pronostics. Il y a des joueurs dont on est sûr qui seront bons. Désiré Doué, par exemple, je l'avais vu à Rennes, j'étais sûr qu'il serait bon. Mais je ne pouvais pas être sûr qu'il serait très bon. Et aujourd'hui, presque un des grands joueurs européens. Donc il faut être un peu de mesure. Pour ça, je serais un très mauvais commentateur à la télévision, parce que j'aurais beaucoup de mal à descendre les joueurs. Et quand je regarde maintenant un match du PSG, bon, la plupart du temps, je vais presque toujours au parc, mais à l'extérieur, je n'y vais pas. Je regarde chez moi, ici, et avec ma femme, un enfant éventuellement. Petit comité. Il faut que personne ne parle. Et les copains qui me disent « Oh, tu devrais venir, on va venir chez toi, regarder le match ensemble. » Je dis « Non, pas question. » C'est sacré. Je déteste les commentaires en cours de match. Quand j'étais président, d'ailleurs, dans la corbeille présidentielle, quand j'entendais des commentaires, je me retournais,
je montrais que c'était pas le lieu. Et les commentaires disaient non, c'est pas vrai, mais il est nul. L'arbitre, mais non, il n'y a pas hors-jeu. Chacun se déclare grand connaisseur, alors que on sait que c'est difficile et que un avançant a le droit de louper des buts que l'on appelle tout fait et qu'on a le droit de louper des choses. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de ne pas essayer. Ça, j'ai toujours défendu les Dembélé et autres qui, dès qu'ils ont la balle, il se passe quelque chose. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup comme ça. Désiré Doué, c'est pareil. Je parle que des joueurs actuels, il y en a eu tellement dans le passé. Bien sûr. Mais voilà. Alors justement, vous avez parlé de Dembélé qui vient d'Évreux. Oui. C'est de là que vous avez... Alors, vous êtes né... Je suis né à Évreux. À Évreux, et c'est là que vous avez fait vos premiers pas de sportif tout petit. J'ai appris le football. Le premier pas, c'est vraiment ça. Mon père était président du club qui s'appelait l'Évreux AC à l'époque. Il y avait 2 clubs à Évreux, l'ALM d'Évreux et l'Évreux AC, ALM qui était en banlieue, la Madeleine d'Évreux, et les AC qui était le club à l'époque le plus connu, qui a joué qui est monté jusqu'au national où le national à l'époque était après cette division 2. Donc était mon père était président très longtemps, et dès l'âge de 4 ans, il vous a mis sur le terrain. Je lui tenais la veste pour ne pas le perdre, et j'allais tous les matchs, et j'étais un fanat d'Évreux, et maintenant ils ont fusionné avec l'ALM, c'est Évreux FC 27. Il y a eu quand même des joueurs des joueurs que vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeunes, mais les auditeurs qui ont un certain âge comme moi connaîtront. Il y a eu Désir Carré, qui a été capitaine de l'OGC Nice. Il y a eu Yvon Douis, un numéro 10 qui a été international, capitaine de l'équipe de France, qui a joué le match pour la 3e place en Suède, en 58. Alors plus près de nous, il y a eu Leroy, il y a eu Casson, il y a eu surtout Bonnemère, que j'allais dire. Bernard Mendy, Oupé Mécano, Dembélé, Mandanda. C'est un gros club. Qui n'a pas joué à l'AC, mais qui jouait à la Madeleine. Un entraîneur actuel, Le Monnier. Donc il y a eu une très très bonne école de football. Et, je suis toujours attaché à ce club, même si je n'ai plus l'occasion beaucoup d'y aller, mais je regarde toujours le lendemain, qu'est-ce qu'a fait Évreux. Ils étaient bien classés, puis ils ont un problème financier, ils sont redescendus assez bas, mais bon, ils vont remonter. Alors, quand vous êtes à Évreux, vous êtes assez loin du Paris Saint-Germain, mais à 17 ans, vous montez à Paris pour aller faire vos études, et là, vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Bernard Brochand. Ah oui, Bernard Brochand, qui a été important dans ma carrière. Donc je suis monté à Paris, comme on dit, quand on parle d'un provincial, après le Bachot, pour préparer HEC. Ensuite, je suis rentré à HEC, 3 ans d'études, très agréables. Alors, j'avais une belle vie, parce qu'en plus, j'étais capitaine de l'équipe de football. Et dans ces cas-là, on a presque tous les droits, tous les passe-droits. Quand je voulais sortir, prendre un café dehors, je mettais mon ballon et c'est lui. Donc, et là, j'ai connu effectivement Bernard Brochand, qui était 1 an ou 2 plus vieux que moi, qui était lui au Paris Saint-Germain, qui avait été dans les fondateurs avec Borelli, Tallard, Belmondo aussi à l'époque, Echter bien sûr. Et on est devenus amis à HEC. Après, j'ai habité près de chez lui à Saint-Cloud. On a tous les 2 joué à Saint-Cloud en promotion d'honneur. Lui était meilleur que moi, d'ailleurs. Il a joué avant en CFA à Brest. Moi, j'étais un technicien numéro 10 assez lent. Mais mes copains, comme j'étais quand même joué au football jusqu'à 70 ans, dans l'équipe de France de la publicité, j'étais le coach et 70 capitaine, ans, d'accord. et il m'appelait le géostationnaire. Et que je restais beaucoup dans leur coin. Vous organisiez le jeu, mais de votre place. Bon, alors, ils exagèrent un peu. J'ai bien couru. Enfin, c'est vrai que je
je crois, un bon technicien, mais un peu lent pour être à un très haut niveau. Mais bon, Saint-Cloud en profession d'honneur. J'ai joué une fois avec en CFA quand j'étais junior. Enfin bon, j'ai pas été un très grand joueur de football. Une pensée pour Bernard Brochant qui nous a quittés. J'ai une pensée pour Bernard qui est décédé, qui était vraiment un grand ami. Un grand ami HEC, grand ami du football, grand ami de la pub. On s'est suivis. Un grand ami tout court, qui est décédé il y a pas longtemps. Il y a peu de temps. Voilà. Donc, après avoir été maire de Cannes, tout à fait. Pendant 14 ans, je crois. Et donc, c'est Bernard, donc, qui était lui déjà dirigeant, qui m'a un petit peu coaché, enfin, mentoré, je sais pas comment dire. Et on allait tous les voir les matchs. J'étais déjà un supporter, mais j'étais pas dirigeant, mais j'étais déjà un supporter privilégié. J'allais voir les matchs, bien sûr avec lui. On allait aux entraînements le lendemain de match. Et ce qui était curieux à l'époque, on tapait le ballon avec les joueurs. Avec les joueurs, oui. C'est-à-dire que moi, le lendemain, comme ça, avec Bernard, avec d'autres, on tapait le ballon avec Physique, avec Bubard, à l'époque, c'était complètement... donc, je suis très vite devenu amoureux de ce club. Vous êtes rentré dans la famille PSG. Je suis rentré vraiment dans la famille assez tôt. Et puis, je suis rentré vraiment au conseil d'administration en 87, je crois. C'est Gérard Houllier qui était entraîneur à l'époque. Et les anciens se souviennent qu'on avait été champion de France. Et l'année suivante, Francis Morelli, qui est vraiment l'âme de ce club au départ, s'est mis à recruter tous les avant-centres de la Terre. Donc on a eu l'année suivante Jules Bocandé, Ali Lodzik, Rocheteau, qui n'était pas un avant-centre, mais qui était un attaquant. Et donc, que des beaux joueurs, mais la mayonnaise n'a pas pris. Ça fait pas une équipe. Pas une équipe. Et Gérard Houllier, à mi-chemin, a laissé sa place à son adjoint Éric Montbaers pour 4-5 matchs. Et puis après, Gérard est revenu. Et là, Gérard est devenu mon ami. Voilà. Je ne le connaissais pas avant, mais je l'ai un peu conseillé dans cette période difficile pour lui. Comme j'étais dans des métiers de communication, c'était un petit peu mon rôle. Après, on est devenus inséparables. Lui aussi, disparu. Enfin, vous savez, à mon âge, oui. Moi, j'ai l'âge que je suis, mais bon, j'ai pas le choix, je suppose, j'ai une famille, je leur dois d'avoir un désir de vivre. Mais surtout, ce qui est très pénible, c'est que la plupart de mes compagnons, alors, football et pas football, mais football, ouais, mes compagnons, c'était Borelli, c'était Brochant, c'était Charles Tallard, qui est décédé. Le gang des chemises roses. Le gang des chemises roses. Et tous ces gens-là sont partis. Et Gérard Houllier après, enfin. Et ces gens-là sont partis. Bon, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est plutôt l'absence des autres qui me pèse plutôt que ma propre condition. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de votre femme. J'aimerais qu'on revienne sur cette anecdote qui est très connue, mais le jour de votre mariage, vous lui avez dit ce soir, il y a PSG 3 au Parc des Princes, c'était en novembre 1976. On va au Parc des Princes voir le match, le jour de votre mariage. Oui, je lui ai fait un beau cadeau, là. Ouais. Alors, elle ne connaissait pas du tout le football, hein. Elle n'avait pas du tout pas été élevée dans le sérail. Mais moi, il y avait un match PSG 3. Alors que je reconnais que c'était un match médiocre. C'est ça. Il y avait 15 000 spectateurs au Parc des Princes, peut-être 15-20 000. Il pleuvait. Et on a gagné 2-1. Un but d'Ogliani, je m'en souviens. Malgré mon pépin de santé, j'ai gardé une mémoire, je ne sais pas pourquoi. Je me dis souvent une mémoire d'imbécile, un peu. Je me souviens de beaucoup de choses. Et donc, on s'était mariés dans la journée, enfin, un mariage assez, pas avec beaucoup de monde, enfin, assez privé. Je dis, soir, la chose qui me plairait le plus, c'est, je peux pas manquer un match au PSG. Et donc, il m'a dit, on y va. Donc, j'ai pensé que c'était
la meilleure déclaration d'amour que je pouvais recevoir. Tout à fait. Et c'était un mauvais match. C'était un mauvais match. Je t'aurais invité à voir PSG Barcelone en Coupe d'Europe, oui. Mais là, non. PSG 3, sous la pluie, au Parc des Princes, avec peu de monde. Votre mariage, c'est mieux passé que le match. Oui. Par la suite. Oui. On est toujours mariés quelques années après. Quelques années. Justement, si vous deviez me donner votre définition à vous du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ce serait ? Je dirais que c'est vous savez, dans la pub, il y avait une campagne pour un magasin, je ne sais pas si vous connaissiez, qui s'appelait la Samaritaine. Bien sûr. Et la campagne de pub, c'était « Il se passe toujours quelque chose à Samaritaine ». Et j'ai souvent dit qu'au Paris Saint-Germain, il se passait toujours quelque chose. Donc, moi qui ai une passion des marques fortes, c'est une marque forte. Parce qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. Et quelqu'un que tout le monde aime, bon, c'est un peu suspect en général. C'est une marque impertinente. C'est une marque très rassembleuse. Je dis toujours que si on faisait un référendum pour les élections au Parc des Princes, on aurait le résultat. Il y a des gens du showbiz, il y a des gens fortunés, il y a des gens beaucoup plus modestes, il y a toutes les catégories, des femmes maintenant, des familles. Et donc c'est un club, moi je suis quelqu'un très attaché à la diversité. Il y en a qui ne sont pas aujourd'hui, je regrette. Et donc c'est un club avec la diversité est partout, il se passe toujours quelque chose. Donc c'est la passion et je dirais l'impertinence. Je disais que quand j'étais président, alors c'est un peu pénible à vivre quand on est aux commandes, mais j'ai jamais été plus de 2 heures tranquille. On faisait un bon résultat, là heureux pendant 2-3 heures, champagne dans l'avion de retour. Le lendemain, il y avait un pépin. Ouais. Il y avait un pépin, c'est un joueur qui venait me voir, il dit, moi je veux partir, je suis pas d'accord, l'entraîneur me fait pas jouer. Donc c'est vrai un peu dans d'autres clubs, mais c'est un club qui est très vivant, impertinent, passionné, divers. C'est une belle définition. J'avais fait avec Émilie Pillet, Émilie Pillet, vous connaissez. J'avais fait une série d'articles qu'on appelait Quesaco. Et on avait fait un article pour passer en revue tous les... Comment ça s'appelle pas les chats noirs, mais les personnes qui sont un peu mi-voyous, Les mauvais garçons Oui, c'est un peu ça. Elle m'entendrait hésiter, Elle va vous entendre. Émilie, je suis désolé, faut me souffler. J'espère que j'ai le droit à un coup de téléphone. Mauvais garçon. Et j'expliquais que elle est aussi de cette tendance que j'aimais bien les joueurs un peu particuliers. J'aimais pas les joueurs lisses. Et que, pour pas parler de Parisiens, j'aimais beaucoup Georges Best, j'aimais beaucoup des gens comme ça. J'aimais beaucoup ceux qui étaient toujours... avec de la personnalité. Avec de la personnalité. Et puis, alors, étant président, je ne disais pas toujours la même chose, parce que c'est en général des emmerdeurs. Mais le talent, c'est aussi de ne pas être comme les autres et savoir se montrer. Et voilà, j'avais un joueur que j'aimais bien, et qui avait joué à Sochaux avant, qui jouait avant centre de PSG. J'ai un problème. Je vous ai dit que j'avais une mémoire d'éléphant, mais là, Que vous aviez recruté, ou Pierre-Alain Fro ? Oui. J'avais recruté, qui jouait à Sochaux. Pierre-Alain Fro ? Non, un avant-centre, Louboya. Ah, il joue à Sochaux ou à Strasbourg ? À Strasbourg. Je ne sais pas s'il n'a pas joué à Sochaux avant, peu importe, Strasbourg. Donc je suis resté en très bon terme avec lui, j'aimais bien. Et alors lui, il rentrait dans les vestiaires du PSG après 2 victoires, et il chantait à tue-tête dans les vestiaires, Louboya. C'est très mal vu des autres. Hein. Et moi, ça me faisait marrer. Bien sûr. C'est au second degré. Donc j'aime bien ce genre de joueur. Et je retrouve tout ça au PSG. PSG, c'est une marque. Aujourd'hui, on dit que c'est une franchise internationale, mais c'est une marque. Et moi, j'ai
vécu 30 ans dans la communication pour développer et aider à développer des marques. Et donc c'est une marque très, très costaud, très forte et donc très discutée. Mais ça m'est complètement égal, moi. Bien sûr. Ça m'est égal. Enfin, j'ai pas beaucoup d'humour quand on attaque le PSG. Il y a deux choses qui me mettent en colère. Mes copains le savent. Il faut pas m'attaquer sur la politique. Il faut pas m'attaquer sur le PSG. Là, On peut rigoler de tout, mais pas du Paris Saint-Germain. On rigole de tout. On rigole de tout. Alors justement, vous avez dit, vous avez été donc président du Paris Saint-Germain en 2006, juste après la victoire en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Ouais. Canal+ revend le club à différents investisseurs, dont Colony Capital, les Américains. Et là, il faut un peu une caution finalement parisienne et ils viennent vous chercher pour être président et ils nomment ou vous nommez Alain Roche à la direction sportive. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, c'est passé très curieusement. Sébastien Bazin, je ne le connaissais pas à l'époque. Et en faisant le tour de piste, je ne connaissais pas trop l'environnement du club, il y a beaucoup de gens qui me connaissaient, Franck Ribou, que j'ai connu, des sympathisants et d'autres qui l'ont dit, tiens, il y a un mec qui coche un peu les cases, il aime bien le foot, il connaît le foot, il est chef d'entreprise, la communication. Et le club était né beaucoup de gens de communication. C'est le côté showbiz qui n'a rien pour me déplaire d'ailleurs. Et donc, oui, il coche toutes les cases. Bon, il dit oui, il me connaissait un peu, sûrement de nom, mais pas plus. Et j'étais en vacances à Courchevel, un soir, dans une boîte de nuit. Et il coup de téléphone dans ce Kézak, il y a un monsieur qui veut vous parler. Il me parle et il me dit « Bonjour, monsieur Kézak, je vous appelle. » Et il est très direct, formidablement intelligent, direct, sympa. Il dit « Je vous appelle, on ne se connaît pas, mais voilà, je veux savoir si vous voudriez bien être président du Paris Saint-Germain. » Et il y avait une pagaille monumentale, des cris, de la musique et tout. J'ai dit « Écoutez, j'avais compris le mot président, mais je ne savais pas dans quelles conditions, je ne savais pas. » Il dit « On se rappelle demain. » Et le lendemain, il me rappelle, et là, on parle plus calmement. Plus calmement. Et bon, il me choisit. Est-ce que là, ce jour-là, c'est le plus beau jour de votre vie, entre guillemets, après le mariage, enfin, de votre vie professionnelle en tout cas? Oui, on a dit ça, non, j'ai eu des enfants, j'ai eu une femme. Je parlais professionnellement en tout cas, mais... Oui, professionnellement, j'ai aussi Vous avez fait beaucoup de choses. Quand on gagne des études, des clients, donc c'est un des plus beaux jours, évidemment. Un des plus beaux jours mais... Est-ce qu'avant vous étiez déjà rêvé président du Paris Saint-Germain? Pas rêvé, on a dit il en rêvait, c'est pas vrai. Mais ça paraissait presque logique. Parce que j'étais dirigeant et à un certain moment, quand, je sais pas, quand des gens comme Perper, Blaillot ou notre ami Charles Bietri ont été choisis, j'étais éligible. Mes copains, Brochant, Tallard, nous ont été les historiques un peu. Hein. On dit, tiens, qu'ils seraient bien. Mais à l'époque, j'étais quand même dans une agence de 15 000 personnes, l'agence Havas. J'avais un gros job. Que vous aviez co-créé. J'avais co-créé RSCG, puis ensuite fusionné avec Havas. Et donc, je n'étais pas libre. Premièrement. Et deuxièmement, Canal+, et c'est normal, qui avait donc repris le club, avait plutôt envie d'avoir des gens de Canal+, sa tête, on avait Perpey, Bietri, Denisot, et c'était complètement légitime. Donc là-dessus, il n'y a aucun, donc j'étais simplement dans la famille, j'avais tous les déplacements avec Denisot, j'avais tous les matchs de Coupe d'Europe, donc, et donc je sais pas que j'étais président, mais j'étais très proche de tout, les déplacements. Et donc c'était assez, et quand j'ai accepté la proposition de Bazin, je travaillais plus là. J'avais terminé à Havas, donc... Vous aviez du temps. Alors là, la façon dont ça s'est passé est amusante. Il m'appelle des États-Unis. Bon, on s'est mis d'accord. Au téléphone, tout ça. On avait fait aussi une réunion, une nuit, la nuit des dents au couteau, j'appelle dans mon livre.
où il y avait Bertrand Meilleux, il y avait Alexandre Bompard de Canal et Sébastien Bazin et moi, président pressenti. Mais il fallait se mettre d'accord sur le pognon. Alors. Et donc, moi, c'était pas mon argent. Hein. Donc, c'était surtout une discussion Bazin-Meilleux. Et donc, la nuit, on s'est quitté à 5h du matin. On n'était pas d'accord. Meilleux voulait vendre parce qu'il considérait que ce n'était plus un actif stratégique. Et Bazin sentait ça. Et donc, il y a eu un petit jeu. Et le lendemain, il m'a appelé. Bazin, il m'a dit, bon, ça y est, c'est fait. On y va. Ce soir, on signe et demain, tu as une conférence de presse. Voilà, donc ça s'est fait de façon très, très curieuse. Ah oui, non, ce que j'ai pas dit, c'est que avant la nuit des longs couteaux, Bazin me dit, il y a quand même quelque chose qu'il faut faire, on doit déjeuner. Tout ça au téléphone, je l'ai jamais vu. Il était à Chicago, déjà, lui. J'ai beaucoup, déjà. On doit déjeuner avec Pigasse, qui était le conseiller de Canal+, chez Laurent. Je dis oui, mais bon, d'accord, on déjeune demain midi. Un problème quand même qui est un peu gênant, c'est que vous arrivez, vous me présentez et vous ne m'avez jamais vu. Ça va paraître curieux à M. Pigasse. Il dit, bon, je dis, écoute, une idée, je travaillais dans une banque d'affaires à New Georges V, vous venez me chercher et on fait le trajet de la rue Georges V à l'Élysée, enfin Laurent. Il n'y a pas beaucoup. Et là, on verra si on se déteste. Et en 10 minutes, on a eu le coup de foudre réciproque. On est arrivé, on s'est tutoyé tout de suite. Et on est arrivé comme si on était les meilleurs amis depuis pas mal de temps. Voilà. Donc... Et là, à ce moment-là, il y a également Alain Roche qui arrive à la direction sportive. Il y a quelques joueurs recrutés, mais pas beaucoup. Pour la première année, je crois que j'ai noté comme ça Samy Traoré, Amara Diané, Michael Landreau. Les Roche j'ai pris Roche à la direction sportive, qui a remplacé Jean-Michel Moutier, qui était un type bien, qui était lui, qui a été longtemps avec, qui a été avec Pierre Blaillot, puis avant il était avec Canal. Donc j'ai pris Alain Roche, je connaissais bien. Non, on a pris pas mal de gens. On a pris Samy Traoré. Alors certains me disent, c'est pas Beckenbauer. Je leur dis non. D'abord, c'est un très bon joueur. Deuxièmement, il m'avait coûté 1 million d'euros. Beckenbauer, il vaut un peu plus. Un peu plus. J'avais pris Amara Diané. Je crois que j'ai fait une bonne affaire parce que d'abord c'était un joueur que j'adorais. Pas très collectif, donc pas très apprécié de Jérôme Rotten ou de ses copains. Enfin, techniquement, je sais pas. Mais quand même un joueur qui était un talent fou. Je suis resté en contact avec lui. J'ai recruté, alors je me souviens plus, la première deuxième année, Didier Ligard, que j'ai pris au Havre. Très jeune. Très jeune, qui était impressionné par son maturité, déjà très jeune, papa très jeune et tout. J'ai pris aussi Bourillon, j'ai pris Pierre-Alain Fro, qui était... Donc à un moment, j'avais peut-être pas des résultats extraordinaires, mais c'est vrai que j'avais mon attaque, Pauletta, Fro et Rotten, enfin, c'était pas mauvais quand même. Digard, Chanteau au milieu, Sacco que j'avais fait signer aussi, qui était un très bon joueur. Qui est devenu professionnel. Et puis Dominique Armand en défend. Après Landreau. Sylvain Armand. Pas Dominique. Pas Dominique. Non, on aurait pu essayer. Sylvain, un mec formidable. Landreau dans les buts. Donc j'ai fait pas mal de bons recrutements. Et puis l'hiver, je crois qu'il y a Marcelo Gallardo, Jérémy Clément. Oui, bien sûr. Je sais pas que j'ai oublié, mais je confonds un peu les 2 années. Il y avait Gallardo, j'ai fait venir le genre de joueur que j'adorais. Jérémy Clément aussi. Qui ont mis des buts décisifs, certains, on en reparlera tout à l'heure, en 2008. Pardon ? Jérémy Clément ou Amara Diané, effectivement, qui ont mis des buts assez décisifs pour le maintien. Amara à Sochaux. Et Jérémy Clément contre Saint-Etienne au Parc des Princes. Saint-Etienne, des très bons joueurs. Et des mecs bien. Donc j'ai
J'ai gardé d'ailleurs, je dis passion impossible, c'est vrai, mais j'étais quand même, je le referai si on me le posera plus. 83 ans, il y a peu de chance. Mais avec le recul, vous le referiez. On va justement parler de 2-3 moments un peu plus difficiles dans ces 2 ans. Il y en a eu. Et pas des moments... Alors, il y a eu les deux. Il y a eu des moments sportifs et des moments extra-sportifs. Le premier gros moment difficile, c'est en novembre 2006 avec le décès d'un supporter, Julien Kemener, après PSG Tel Aviv, qui est abattu par un policier à la porte de Saint-Cloud. À ce moment-là, donc, c'est vous qui êtes à la présidence du club. Ça ne se passe pas dans le Parc des Princes, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Je me souviens, je regardais le match à la tribune officielle. Il y a Michel Platini qui était là aussi. Et on perd le match, je crois. Hein. Oui, ce qui n'a pas facilité les choses. Pas facilité les choses. Et après, je traînais autour du stade, enfin pas du terrain, une sorte de cocktail et tout, ressassant les mauvais moments, puis interview avec la presse, de la gymnastique habituelle. Et il y a, je crois que c'est Jean-Philippe Dailly-Villet, vous êtes connu, qui s'occupait des supporters, qui vient me voir et à l'oreille il me dit il y a un vrai coup dur, il y a un mort. Il y a un mort, c'est fou. Donc tout de suite, bomba de combat, j'en parle à tout le monde, je me déplace, je vais voir, et c'est effectivement le racisme, quoi. Il y avait des racistes qui ont voulu faire la peau un mec que j'ai beaucoup de contacts avec lui après. Il fait descendre par le flic. Et donc là, c'était très dur. Le lendemain matin, à 8h, chez moi, ici, je suis coup de téléphone de Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Tout à fait. Il me dit, Alain, on se connaissait par le football. Viens tout de suite, place Beauvau. J'y vais, bien sûr. Et là, une grande conférence de presse dehors. Nous, sur les marches de place Beauvau, Sarkozy, Thiriez, moi, et puis une foule de journalistes dans la cour. Et là, j'explique que c'est peut-être pas la fin du club, mais pas loin, qu'on n'est pas loin. Et là, j'ai vraiment un truc difficile à gérer, parce que il y avait quand même un mort. Et donc, je pensais aussi à la famille du mort. Et donc, le lendemain, on met le site en berne. Certains ont pris ça comme une défense du racisme. Alors, c'était pas tout ça. Moi, je pensais qu'il y avait un mort, qu'il y avait des gens malheureux dans sa famille. Et après, on a beaucoup de réunions, en réunion avec Sarkozy, avec les supporters me demandant, enfin les supporters, pas tous, hein, la tribune Boulogne me demandant de faire une minute de silence, ce qui était impossible, c'était pas jouable. Et donc j'allais de conférence de presse en conférence de presse, place Beauvau, ensuite au camp du Paris Saint-Germain avec les joueurs et tout. Et donc très 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 dur à suivre. Et ensuite il y a eu des suites, il y a eu la fermeture de tribune de Boulogne, il y a eu, je ne prends pas ça comme excuse de la mauvaise saison qu'on a faite, mais ça n'a rien arrangé. Bien sûr. J'allais au parc, bien sûr, il y avait une ambiance délétère, quoi. Tribune fermée, toujours la mort qui rôdait quand même un peu là. Donc c'est, encore une fois, pas du tout la raison principale des résultats qui étaient quand même en dents de scie. Ça y a contribué quand même un petit peu. Ça a contribué. Et vous, en tant que président, en tant qu'homme, vous êtes président d'un club de football, vous n'êtes pas préparé à gérer ce genre de situation? Ben non, j'étais préparé un peu dans mon métier. Quand on est communicant, on est aussi, on conseille nos clients, donc qui ont parfois des situations de crise. Ça peut être des morts aussi, ça peut être des accidents d'avion, de voiture. Donc on est aussi parfois pas des experts, mais des gens qui sont amenés à gérer des communications de crise. Donc je dis pas que ça a été facile, loin de là.
Vous étiez entouré. Mais enfin, j'étais entouré, je savais un peu comment s'y prendre, et puis bon, tout le monde a été très bien, mais c'était très, très dur. Très dur. Et alors justement, la saison suivante, la saison 2007-2008, là, au mois de mars, vous vivez dans la même soirée votre premier et seul trophée en tant que président du Paris Saint-Germain, la Coupe de la Ligue, remportée contre Lens au Stade de France. Et peu après le coup de sifflet final, une deuxième crise avec la banderole anti-ch'ti. Oui, je ris parce qu'il y a prescription maintenant. Non, je ris parce que les Lillois, la semaine suivante, dans leur tribune, mettent les Parisiens ont parfois raison. Donc, mais bon, j'ai fait le tour des télés et tout pour m'excuser. J'ai même proposé à Delanoë d'aller voir le maire de Lens. Et donc, mais la banderole est apparue... quelques secondes. Je l'ai pas vue. Ouais. J'étais à côté de Delanoë, Sarkozy, on l'a pas vue. Enfin, ça n'enlève rien, en fait. Qu'elle est apparue. Elle était vraiment spéciale. Dans votre livre, vous avez un chapitre dessus. Le titre, c'est « Bienvenue chez les faux culs ». Ça explique un petit peu votre état d'esprit par rapport à cette affaire? Oui, c'est un peu ça, parce que tous les journalistes, les clubs, bien sûr, on fait des choux gras, encore le PSG, un club de fachos, un club un club vulgaire, un club grossier, et des banderoles. C'est pas une excuse, mais il y en a eu des tombereaux de banderoles, et presque des pires. Et des pires. Et toutes les semaines. Toutes les semaines, des banderoles homophobes, racistes, et se foutant des mineurs à Saint-Étienne, à Lyon, il y en a eu. Donc ça n'excuse rien. Bien sûr. Enfin, là, ils sont focusés sur le PSG. C'était aussi l'époque de... Ça jouait un rôle. L'époque de Bienvenue chez les Ch'tis. Bien sûr, c'était juste après le juste film. Après. Et donc il y avait un amour, j'adorais le film aussi, un amour pour les Ch'tis. Et cette banderole venait à ce moment-là. Et donc il y avait une ch'timania, et là, le fait que les supporters du PSG s'en prennent... Donc, le maire de Lens a même dit qu'il faut leur enlever un point. Et là, Gervais Martel a été très bien. Il a dit, mais attendez, enlever un point, il n'est pas question. Pour enlever un point au match à jouer, je ne sais pas quoi, enfin... pas question, c'est le sport, que le club soit puni, sanctionné normal, mais pas question de points. Ouais. Il était très bien, Gervais, qui était un très bon compagnon. J'avais des présidents qui étaient assez proches autour de moi. Mais... Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure que c'était pas toujours facile de gérer les joueurs. On a vu que c'était pas toujours facile de gérer les supporters. C'est quoi le plus dur pour un président? Si vous voulez... Rien n'était dur, parce que les deux me plaisaient. Les joueurs, parce que, par nature, moi j'aime les joueurs. J'estime qu'un patron de presse qui n'aime pas les journalistes est un mauvais patron de presse. Il faut aimer les gens pour les comprendre, pour discuter, pour communiquer avec eux. Et comme moi j'aimais communiquer, je ne sais pas que ça a été simple. Par exemple, j'ai eu... Mon baptême, comme a été au PSG, ça a été de garder Pauletta. Puisque Pauletta, quand je suis arrivé, avait des propositions de Lyon. Et donc, et Pauletta m'a dit, je vais partir. J'arrive président. Ma première, pas décision, mais première épreuve, c'est de laisser partir Pauletta. Donc j'ai tout fait pour le garder. On a négocié. Alors, une petite anecdote qui est assez amusante. J'étais en thalasso thérapie avec Gérard Rouillet à Saint-Malo, et lui avait une chambre là, et lui était pour recruter Pauletta à Lyon, et moi la chambre à côté. En même temps, on s'entendait pas, heureusement. J'étais en contact avec Pauletta et ses agents et tout pour le garder. Et le lendemain, on est comme deux bénés dans la piscine avec nos bonnets de bain, c'est le thalasso. Et il y a un type qui dit, alors, qu'est-ce qu'il aura, Pauletta? On pourrait faire un scénario de film avec cette histoire. Donc j'ai réussi, j'étais assez content de le garder. Et comme j'ai réussi l'année suivante à garder Roten et Sylvain Armand, toujours demandé par Lyon. Mon ami Jean-Michel Aulas,
qui est un ami maintenant et que je respecte, mais c'était un concurrent. Donc, et puis à l'époque, Lyon était le plus grand club français de la décennie. Lyon était le plus grand club, était le Paris d'aujourd'hui. Donc là, on disait, ouais, c'est pas drôle, il n'y a que Lyon, il y a 2 championnats, il y a Lyon et les autres. Qu'est-ce que fout Paris? Et quand Paris s'est réveillé ou a été racheté par les Qataris, ah ouais, mais c'est les moyens qui comptent. Bon, que des conneries comme ça, les faux culs, toujours. Et donc, voilà, donc ce Pauletta. Donc, pour gérer répondre les joueurs, question, ça, vous aimiez beaucoup. Gérer les joueurs, oui, enfin j'aimais ça. Ça faisait partie. J'estimais que gérer les joueurs et gérer les supporters, c'était les 2 aspects les principaux de ma mission. Si je voulais pas ça, il fallait pas accepter. Donc gérer les joueurs, c'était pas facile. Hein. Il y en a, j'étais obligé de prendre des décisions, comme avec Dorasso, qui était un mec intelligent, mais qui avait qui était en conflit avec Guy Lacombe. J'étais obligé de me séparer d'un mec formidable, Guy Lacombe, pas un joueur mais un entraîneur, c'est pareil. Remplacé par Paul Le Guen. Remplacé par Paul Le Guen. Donc gérer ne veut pas dire tout pardonner. Ça veut dire comprendre pourquoi ils ne sont pas contents, pourquoi Pauletta me disait je ne comprends pas, je suis sur la touche, un match à l'extérieur. Donc, Mario Yepes qui venait dans mon bureau, moi je prévenais toujours l'entraîneur. Mais bon, il me parlait comme un entraîneur. Mario Yepes, il me disait, Monsieur Kézak, moi jamais remplaçant. Moi je suis un grand joueur colombien. Là-bas je suis une idole. Je ne veux pas être remplaçant. Parce que Guy Lacombe l'avait mis sur la touche au début. Je dis bon, écoute, je lui ai dit, écoute, demande-toi pourquoi. Moi, c'est pas mon boulot, je suis pas le technicien. Il dit, je vais quand même te dire un petit truc. Même si je suis pas le technicien, j'ai un ressenti. Tu joues beaucoup trop derrière, beaucoup trop reculé. Et donc, c'est pour une équipe, pour un entraîneur. Je ne suis pas entraîneur, mais je pense que c'est un inconvénient. C'est intéressant, et personne ne me l'a dit. J'ai dit, tu vois, moi, j'ai peut-être pas mon rôle, mais je te le dis. Et alors après, il me dit, je dis, bon, écoute, tu vas rejouer, enfin, tu es un très bon joueur. Ouais, mais moi, je veux jouer à la centrale, mais côté gauche. Parce que côté droit, non, moi, je suis un côté gauche, je crois que je suis un gaucher. Je dis, ça dépasse mes compétences. Il y a quelquefois des gauchers qui jouent à droite, des droitiers qui jouent à gauche. Ça, c'est l'entraîneur qui le dira. Donc, mais bon, à chaque fois, j'essayais d'avoir le dialogue. C'est pour ça que j'ai gardé un très bon contact pratiquement avec tous les joueurs. Même aujourd'hui, quand je vais au Parc des Princes, je suis touché par l'amitié la gentillesse des joueurs de mon époque, que ce soit Jérôme Rotten, que ce soit Jérémy Clément, que ce soit Pauletta quand il vient, même des gens de notre époque, Rai, Louboya, des gens comme ça, Mendy. Donc j'ai gardé beaucoup de bons contacts simplement parce que j'avais pas été le président qui les avait amenés au titre de champion de France, mais ils avaient compris quand même qu'on était ensemble, quoi. Et que j'essayais pas d'être un petit chef. Je déteste les petits chefs. J'étais plutôt un chef, donc un guide. Et alors on peut dire c'est un peu l'objet de ce que l'on se dit actuellement. Kézak était un supporter. Certains m'ont dit, t'es trop supporter. Elle dit non, pas du tout. Parce que j'aurais été trop supporter, c'est traduit par de la faiblesse. Si j'avais tout pardonné aux joueurs. Et pas du tout. Et supporter, dans le sens, oui, où j'aimais les joueurs. Et supporter, pareil. Les supporters, j'aimais les supporters. Et l'espèce de cabale qu'il y avait à PSG, surtout ce facho, mon fils, avec Laurent Platini, sont allés de toute leur jeunesse à Auteuil, alors qu'ils auraient pu, pistonnés par Platini ou un peu moins, être un peu mieux placés et tout. Jamais. J'ai toujours voulu aller à Auteuil. Moi, j'allais
dans le local des Supra à Auteuil. J'étais camarade enfin je connaissais bien tous les patrons les responsables, les leaders des groupes. Supporters. Et donc, j'allais sur place, je discutais, et bon, je me fâchais parfois. Mais à un moment, le pire, c'est de ne pas communiquer. Et quand vous communiquez, que vous parlez, qui voient que vous pouvez faire des conneries éventuellement. J'en ai fait, on a raté des recrutements. J'en ai réussi plus que raté, mais c'est vrai que quand j'ai pris, c'est moi qui le dis, Everton, c'était une erreur. Et Sousa. Je dis Everton, parce que j'avais d'abord pris Sousa. Je sais. Et Sousa était un bon joueur. J'avais même appelé Leonardo. J'ai dit, je connais pas Sousa, mais Alain Roche et Pécou me recommandent Sousa. Il me dit, oui, c'est un bon joueur. C'est pas le plus grand joueur brésilien, mais c'est un très bon joueur. Et comme j'avais un besoin côté droit, puisqu'il y avait eu garçon de Caen qui m'avait Gouffran, oui. Qui m'avait posé un lapin, il avait signé, puis il est revenu. On avait un besoin côté droit. Donc je prends Sousa. Et là, on regarde avec Le Guen, tout le monde, l'équipe, et Le Guen me dit, oui, mais c'est comme un peu juste le nombre de joueurs pour faire des entraînements, des rotations et tout. Il m'avait fait un rapport sur Sousa qui était plutôt bon, sur Everton. Joueur jeune, pas titulaire, mais rapide, jeune, prometteur. Il m'avait pas dit grand joueur. Et on dit, tiens, on va avoir 2 Brésiliens, ça leur permet d'être ensemble, s'adapter. Et la bêtise de ma part, je dirais c'est pas trop de les avoir pris. C'est une bêtise, mais enfin, ils m'ont pas coûté non plus très cher. Oui. Très cher. Hein. Everton 2 millions, bon c'est 2 millions de trop peut-être, mais la bêtise que j'ai faite, c'est de les présenter ensemble au public, à la presse. Comme 2 grands joueurs, enfin pas de grands joueurs, mais comme le retour du Brésil à Paris. Oui. Comme on avait eu Rai, Leonardo. Avec Valdo d'ailleurs, vous les aviez présentés. Oui, Rai, Valdo, Leonardo et tout. Donc, j'ai pas dit que c'était les joueurs de ce niveau-là, mais on a pu comprendre l'erreur que j'ai faite. Ça, c'est la mienne. C'est pas l'erreur du choix, c'est l'erreur d'avoir pris le risque de les faire passer pour la nouvelle génération des Brésiliens à Paris. Dont acte. Mais bon, il faut reconnaître ses erreurs, et Pauletta, après, me disait, quand même, t'as recruté un joueur, quand même, c'est pas... oui, dont acte. Il jouera pas, mais... Et alors là, justement, peu après la finale de la Coupe de la Ligue, en championnat, c'est très difficile. On voit que ça va être difficile peut-être de se maintenir. Et Colonie Capital vous impose, entre guillemets, Michel Moulin, et vous décidez de démissionner à ce moment-là. Oui, oui, absolument. Juste après, il restait 4 matchs. C'était après une défaite à Caen, 3-0. Voilà, il restait 4 matchs. Caen, après Saint-Étienne, Sochaux, je sais pas. Oui, Sochaux, 4 matchs. Et à Caen, on prend une volée. Et à Caen, on prend une volée en jouant mal. Prend 4-0. 3-0, oui. 3-0, oui, j'en rajoute. On était vraiment pas loin de la relégation. Avec Lens, d'ailleurs. Oui. Je me dis, faut que j'assume. Pas question de laisser tomber. Faut que j'ai des idées. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je dis, est-ce que je donne le club, comme Le Guen était un peu paumé aussi, est-ce que je donne le club l'équipe plutôt, à Pauletta? Il y avait Rai qui était dans le parage. J'avais idée qu'on pouvait faire ce qu'on avait fait, ce que Michel Denisot a fait avec Luis Fernandez à Bruxelles, avoir Noah. Yannick Noah qui avait créé l'ambiance. On n'y croyait pas, moi non plus, mais c'est avéré un très bon pari. Pour changer le mental des joueurs. Je me dis, il y a 4 matchs, je vais faire la même chose. Le Guen m'a dit, écoutez, président, faites la même chose, mais pas avec Louis. Ce serait
pas avec Noah, parce que ça serait vraiment un retour. Non, pardon, pas avec Louis, parce que Louis était disponible. Et il avait été. Non, je dis Louis, il a déjà donné 2 fois. Et j'avais en tête l'entraîneur de handball. Je recherche le nom, un nom en I. Constantini. Ouais, Constantini. Je dis tiens, pourquoi là? Enfin, j'avais comme ça 4-5 idées. Et je dis à Sébastien Bazin, écoute Sébastien, il a été un actionnaire formidable avec moi. Hein. Il m'a toujours soutenu, il m'a consolé presque dans les moments difficiles. Je lui dis, si tu veux, demain, j'étais à Caen, je dormais chez des amis dans le coin. Je dis, on se retrouve au Parc des Princes, l'après-midi, et je te présenterai un plan. Ce ne sera pas la panacée, mais un plan de relance, un plan hors sec pour 4 matchs. Pour finir la saison. Et là, il me dit, bon, d'accord, on vient. Le lendemain, il arrive dans mon bureau du parc. Et moi, j'avais dit à Le Guen de venir. Et je dis à Le Guen, bon, tu sors, tant il veut me parler en tête à tête. Et il me dit, Alain, j'ai une chose à te dire, c'est que on s'est réunis le conseil cet après-midi. Tu restes président, tant que je serai là, tu seras président, tout dans le statut, tout la même chose, le titre. Mais on appuie le sportif par Michel Boulin, enfin je lui dis, je laisse finir, je dis bon, tu as ma démission dans la seconde là. Je lui dis, il dit, je savais que ça ne fait pas plaisir, mais je ne m'attendais pas quand même. Non, je dis, mais c'est même pas question. Je parle même pas de Michel Boulin, je ne veux pas dire du mal des gens, on peut en penser ce que l'on veut, trop facile. Mais le principe d'être président d'un club et de ne pas avoir les pouvoirs pour recruter qui on veut et qu'on recrute quelqu'un, c'est un aveu c'est un désaveu au contraire. Oui. Et donc je lui dis, je suis pas là, moi je veux bien être président, mais je suis pas là pour être dans la tribune d'honneur, aller inaugurer donner des coups d'envoi des matchs et tailler les crayons, donc je m'en vais. Et je lui dis, ben non, sans appel, je lui dis. Si je te donne la chance, on se voit demain matin, chez moi, ici. Je vais réunir mon conseil de famille ce soir, ma femme et 4 enfants. Toi, tu vas réfléchir à ce que j'ai dit. Demain matin, l'un et l'autre, on dit j'ai changé d'avis ou j'ai pas changé d'avis. Au moins, ça nous laisse une soirée, c'est un peu moins brutal. Et on fait venir Le Guen, et là, je dis, Paul, voilà la nouvelle que Sébastien veut t'annoncer. On va prendre... il n'avait pas de titre, mais un conseiller sportif, Michel Moulin. Je lui dis, écoute, je te conseille simplement de rester. Moi, je ne suis pas un salarié. Je suis bénévole. Je ne fais pas d'argent. Contrairement au président d'après de tous les clubs, du gros club. Toi, tu es un salarié, tu as un bon salaire, il n'est pas question que tu... Sauf si tu le veux, mais que tu suives. Je ne te demande pas du tout de me suivre. Donc, bon, très bien, Le Guen dit, bah oui, moi je ne suis pas non plus très content de la décision d'être... Mais bon, il faut sauver le club, je reste. Et le lendemain, on se retrouve avec Sébastien, ici, là. Et voilà, je lui dis, écoute, bon, t'as changé d'avis? Il dit non. Je dis, moi non plus. Donc, bon, bah, il me dit, voilà, bon... la séparation... Je lui dis, comme la séparation va être connue très vite, conférence de presse à 11h30 je ne sais pas si vous étiez là peut-être, dans l'amphithéâtre du Paris Saint-Germain. Coup de téléphone de la Noé à l'époque, il me dit, Alain, tu peux pas faire ça, tu vas pas t'en aller. Je dis non. Donc, conférence de presse, j'arrive et je me souviens, je dis à mes copains, mais j'ai l'impression d'être Obama. Il y avait un monde fou, j'étais une star. Une star. Donc, je vais à un truc, je leur annonce mon émission. Je ne tape pas du tout sur Sébastien Bazin. Je dis au contraire, chacun a joué son rôle. Moi, je suis un manager, président, c'est moi qui prends la décision. L'actionnaire prend d'autres décisions, il a le droit, et il a même le droit de me virer. Donc,
les choses sont claires, il a pris une décision qui ne me plaît pas, je démissionne, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème, mais ne croyez pas que je dirais du mal du Paris Saint-Germain, je viendrai au match, je souhaite à tout prix qu'on reste, et voilà, donc conférence de presse, j'explique tout ça, après je fonce au camp des loges, expliquer la même chose aux joueurs, qui sont surpris, ne comprennent pas très bien tous, ils ne connaissaient pas Moulin, ils disent, mais qu'est-ce que ça, quand ça se passe plutôt bien, on perd, mais bon, c'est pas que de sa faute, hein. Toujours la faute quand même d'un patron, c'est un peu sa faute toujours. Donc, enfin bon, là, tous les jeunes viennent me voir, les Sacco, Chantôme, j'aime beaucoup, Sankaré, tous, ils viennent tous me dire, vous ne savez pas savoir comme je vous regrette, vous avez été un formidable président pour nous, avant tous les jeunes. Les autres étaient plutôt marqués, mais bon, ils ont une carrière à faire, ils sont dans notre club, ils savent que c'est malheureusement la vie donc ils ne vont pas se suicider parce que les sont là. Et donc, très touchant, puis je reviens ici, je dis à ma femme, voilà, terminé. Je vais dans mon bureau, là, qui est ici. Et là, vous reprenez votre casquette de supporter, j'allais dire, pour vivre la fin de saison très difficile, notamment le dernier match à Sochaux, qui est le match couperé. Je reprends ma casquette de supporter. Et c'est pas trop dur pour vous à ce moment-là ? Un peu. En tant que supporter, je parle, mais... Ce qui était dur, c'est pas que j'étais viré. Enfin, j'ai pas été viré. J'étais missionné, mais j'étais amené à démissionner. C'est très dur, c'est d'imaginer qu'on pouvait descendre. C'est ça. À la limite, que je reste président, que je ne reste pas président, bon, j'étais déçu parce que c'est un poste quand même sympa. Bon. Mais bon, c'est là. Quand j'ai été nommé président, je dis à ma femme, je t'avertis, hein, ça va mal terminer. Seule chose que je ne peux pas dire, c'est quand. Mais ça se termine toujours mal. À part Ferguson et Giroud, ça se termine toujours mal. Donc dans 5 ans... et ils n'étaient pas président. Pas président. Dans 5 ans, je serai ou viré, ou j'aurai envie de partir, ou j'aurai de mauvais résultats. Donc je savais qu'un jour, ça se terminerait... ça se termine jamais bien. J'ai jamais vu un président, même mes prédécesseurs, soit Blaillot, que ce soit les Perpère, soit Gragne, avec qui tous j'ai gardé des bons contacts, partir avec le sourire aux lèvres. C'est normal, pas de... Et donc, mais faut qu'on reste. Donc j'assistais au match. Sauf le dernier à Sochaux où là vous dites je vais me mettre au calme à la campagne. Sauf à Sochaux où là je me dis non, je peux pas y aller. Et mon copain Chenu, Christophe Chenu, qui est maintenant administrateur de Lille, qui était un copain de football, de mon équipe de football et aussi un copain de communication, il m'a dit écoute, moi je regarde le match à la campagne avec ma femme, on sera 2. Tu viens avec ta femme et on le regarde à 4. Je dis bon, à 4, oui, je peux. En plus, il est footballeur et il dit pas de bêtises pendant le match. On arrive à la campagne, près de Passy, là, pas loin de chez moi. D'abord, on trouve que la télé est pas terrible. On va acheter une télé l'après-midi. J'en convainc pas, il me connaissait un peu, j'étais un peu connu à l'époque. Donc il me connaissait qu'il vient acheter une télé et pas à Sochaux. À Passy. Passy. En fait, lui est beaucoup plus bricoleur que moi installé à la télé. Moi, j'aurais même pas su, là. Et on regarde le match et alors, les autres matchs, on avait battu Saint-Étienne, on avait diffamation à Toulouse, on avait battu Toulouse, Saint-Étienne, Sochaux. Il m'en manque un. Mais bon, peu importe. Et dans Sochaux, le match où, comme vous le savez, on n'était pas obligé de descendre si on perdait. Enfin, on était sur la sellette quand même. Ça dépendait des autres scores. Et là, la soirée, l'époque de Canal+, la petite musique quand il y a un but. C'est intenable. Quand vous êtes concerné, c'est complètement intenable. Donc, première petite musique, but à Sochaux dans ma Radianée. Fou de joie. Bon. Après, il y a les autres matchs, je m'intéressais moins, sauf peut-être Toulouse, avec qui on était en concurrence, et Reims. Et égalisation de Sochaux. Je dis merde,
match nul, ça peut passer, mais c'est pas encore sûr. Et là, un quart d'heure, peut-être, je sais pas, 20 minutes avant la fin, petite musique, toc, 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 but de non, là je le vois, je n'étais pas encore parti. Amaradiané marque, c'est le but. Avec la balle qui file le long de la ligne. Qui file lentement le long de la ligne, insoutenable. Et là, je dis à Chenu, ma femme, sa femme, je peux pas. Je vais dehors. C'est à la campagne, il y a beaucoup de terrain. Donc je vais dehors, et comme un con, je prends mon portable. Alors que je voulais être tranquille, et je mets mon portable pour écouter ce qui est pire. Et je téléphone à mes enfants, mes 2 filles qui écoutaient, et je leur fais un peu, ils m'expliquent que chaque action, non, là on domine, c'est l'attaque qui avance. Ils me commandent tout comme Georges Briquet à l'époque, ou à la radio, ou Drucker, sans l'image. Et donc, et là, c'est le côté ridicule et amusant, mais je dis, il avait trois ânes chenus. Et les 3 ânes qui avaient personne autour d'eux, c'était la nuit noire, viennent auprès de moi, me tiennent compagnie pour suivre la fin du match. Donc j'ai dû dire dans mon livre une nuit avec les ânes ou un truc comme ça. Une nuit avec les ânes. Ouais. Et donc et là, en plus, vraiment bêtement, je voyais la fenêtre où il y avait le match à la télévision. Et quand même, je regardais. Donc, je voulais être complètement en dehors de ça. Et c'était pire que tout. C'était insoutenable. Et puis, coup de finale. Là, vainqueur, on était sûr à peu près. Vainqueur, on était sûr. Et je crois même qu'on aurait perdu. Je pense qu'on serait resté. Vu les résultats des autres. Mais si. Là, j'étais fou de joie. J'étais pas à Sochaux, mais j'étais fou de joie. Soulagé. Le supporter et l'ancien président étaient soulagés. Oui, supporter, bien sûr. Ancien président, parce que j'avais beau avoir démissionné 4 matchs avant, ça aurait été un échec dont je me serais remis personnellement, difficilement. Enfin, ça aurait été long. Et là, j'ai sauvé les meubles, disons. Et maintenant, alors c'est très intéressant. Ça fait combien de temps, ça 2008, ça fait 17 ans. 17 ans, oui. Je croise des supporters et tout, et ils me disent, mais c'était vraiment bien de votre temps et tout. Donc, les résultats, cette période très dure a été oubliée, enfin pas oubliée, mais si, j'ai passé du temps, et ils redeviennent, ils me voient comme un président qui avait quand même aimé son club. Et ça me touche beaucoup, il m'appelle président et tout, alors que j'avais 15 ans. Mais on aurait perdu. Ça n'aurait pas été pareil, peut-être. Ça aurait été pareil. Alors justement, président Alain Kézac, dernière question sur votre passage à la présidence. Est-ce qu'on se rend compte que la moindre décision qu'on va prendre en tant que président du Paris Saint-Germain peut influer sur la vie de centaines de milliers de supporters? Ah oui, complètement. D'abord, la décision, le résultat. Je sais que, je me souviens d'un match contre Nice, où on perd au Parc des Princes, on menait 2-1 à 5 minutes de la fin, et but du même joueur dont je ne me souviens plus du nom, qui marque 2 buts. On perd 3-2. La fin du monde. Noël Le Graët m'avait dit un jour, quand on perd un match comme ça, c'est une douleur physique. C'est comme si vous receviez un coup de poing pareil. Et là, il faut faire face aux journalistes que Paul Le Guen dit non, je n'y vais pas, donc je vais raconter ce que l'on veut. Enfin, et donc, et là, je me disais, mais je fais le malheur de X millions de sympathisants, pas X millions de supporters. Mes fils vont pas bouffer de la semaine. Pas tout à fait, mais ils vont passer une mauvaise semaine. Si on était descendu en Ligue 2, en tout cas, on n'aurait peut-être pas mangé de la semaine. Donc, si vous voulez, vous avez l'impression que les résultats font le bonheur ou le malheur des autres. Le vôtre, c'est normal. Vous avez payé pour, vous avez accepté, vous avez eu les honneurs quand même. Faut se cacher que c'est pas désagréable parfois de côtoyer les stars. Donc vous, il n'y a rien à dire. Moi, je me plains pas du tout. Mais vous faites quand même le malheur de gens. Donc alors, là, je dis ça pour les matchs, mais comme vous dites, pour les décisions aussi.
Moi, au début, les réunions de supporters m'ont très très bien accueilli. Vraiment, dans toute ma présidence, ils ont été formidables. J'ai pas eu d'hostilité à ce niveau-là. Ils me disaient pas bravo qu'on avait perdu, mais on était ensemble, quoi. Mais au début, j'étais quand même le Messie quand j'arrivais. Pourquoi vous n'allez pas... Je faisais des réunions de supporters. J'amenais les joueurs, le Gwen et tout, mais petit à petit, ça s'est mal tourné. Donc j'y allais seul. Pour côté l'année prochaine, je sais pas, il y a Ronaldo, il peut venir, enfin des joueurs comme ça. Moi, je suis pas Crésus, hein. Colonie est riche, on n'est pas non plus... on n'a pas d'argent. Si, ça vous, président, ils viendront. Donc, si vous voulez, quand vous faites un recrutement moyen, il y a une déception. Et ça fait un événement. Quand vous séparez de la combe, vous faites la une des journaux. Or, c'est pas non plus un sportif. C'est pas non plus agréable. Quand vous recrutez le Gwen, vous faites la une des journaux, c'est plus agréable parce que c'est positif. Quand il y a eu le mort au PSG, je me souviens, on jouait à Nantes le week-end d'après. Dans le train, j'étais seul, j'avais l'équipe devant moi où c'était marqué, c'était presque Kezak Wanted, enfin, pas à ce point-là, mais ma photo avec... et donc je mettais mon journal devant le visage, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est pas moi qui avait commis le forfait, oui. Mais président, faut assumer. Donc non, tout est médiatisé, tout est médiatique. Dorasso, vous avez tout le monde. À un moment, j'étais en vacances quelques jours, tout le monde m'appelle à 11h du soir, le matin. Vous allez faire quoi pour Dorasso? Donc c'est un poste extrêmement stressant. Enfin, prenant. Ouais. Pas stressant, parce que j'aime assez ça. C'est un stress positif. Mais c'est à la fois exaltant, mais vous n'avez pas une minute à vous. Vous n'avez pas 5 minutes de tranquillité. Donc voilà, encore une fois, très bon souvenir quand même. Parce que finalement, vous gardez plutôt les moments positifs que les moments négatifs. Ah oui, complètement. Et je regarde les moments, quand je pense au PSG, je pense au bonheur que m'a procuré le PSG. Il n'y a pas que ma présidence. Ça, c'est une période, difficile, exaltante, difficile, sympa, pas sympa et tout. Mais je pense, quand je disais aux entraînements, j'allais avec mon idole à tout prix, ça fait Suzy, que je revois maintenant. J'adore ce mec, j'ai adoré comme joueur, déjà. Je repense à ces moments-là, je repense aux Coupes d'Europe avec Michel Denisot, et le dîner le soir où il y avait toujours les Jean-Pierre Hureau et d'autres personnes au dîner, le regretté Drexler, qui était... Lionel Drexler. Et on s'amusait quand même. Donc, des très bons moments. Des moments où on était champion de France, quand même, avec Gouillet et Arthur Georges. Il y a aussi des mauvais moments avec Arthur Georges, des moments difficiles. Les moments où le Gwen a dit « je viens », j'étais un peu dans la mouise, parce que j'étais séparé le dimanche et le lundi, j'étais capable de dire « c'est le Gwen ». Là, j'ai quand même été bien accueilli par les supporters et par Lacombe. Qui l'a bien pris. J'étais annoncé le soir à Lacombe, à Guy Lacombe, au camp de loge, il était toujours dans le ciel. Dimanche soir, je dis il faut que je vous parle, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a eu un mauvais résultat hier à Valenciennes, je crois. Enfin, il y a eu quand même un ensemble de résultats qui n'étaient pas bons. Et j'avais toujours dit que je ne me séparais pas d'un entraîneur, mais là, je ne peux pas faire autrement. Et on ne me l'a pas demandé, c'est moi. C'est pas, je vous dirais pas, ces actionnaires qui voulaient. Pas du tout. C'est votre décision. C'est moi. Et il m'a dit, mais vous prenez qui? Et j'ai dit, Paul Le Guen. Oh, très bien. Très bonne décision. Il avait validé le choix, donc ça a passé. Non, mais un grand seigneur. T'es malheureux quand même. Bien sûr. Un grand seigneur. Tout ça pour dire que je retiens l'ensemble. Une espèce de vie sportive qui s'est prolongée depuis supporter jusqu'à président.
Et maintenant, dinosaure. Dinosaure. Alors justement, quel est le regard du dinosaure que vous êtes du Paris Saint-Germain en tout cas sur le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain des Qataris? Alors, assez positif d'après ce que j'ai compris, que vous avez dit au début. Je suis enthousiaste. Vous, l'homme en plus de com, de publicité, ça vous parle un peu? Je suis enthousiaste parce que j'ai souvent l'habitude de dire quand on quitte un poste, après moi le déluge, ce sera pas bien après, c'est moins bien. Bon. Non, ils ont fait un travail formidable. Alors, ils ont les moyens. Mais quand j'étais là, tout le monde disait, on n'avait pas les moyens, il faut avoir les moyens à Paris, aller chercher Pinault, Arnaud et tout. Je dis, ouais, mais ils veulent pas, moi. Et puis, c'est pas moi non plus qui fait tout le capitalisme du club. Mais bon, les Qataris arrivent et ils travaillent bien dès le début. Ma première rencontre avec Nasser, je crois que je suis un des premiers au club qu'il a invité dans un café rue de Rivoli. Prendre un café un après-midi pour qu'on se connaisse. Parce qu'on l'avait dit, Kézak, il y avait le Proust d'ici là, mais Kézak, est assez proche des supporters. Il aime le club. Bon, comment a-t-il réagi à l'avenue des Qataris et tout. Donc, on a pris un café et tout de suite, là aussi, conquis tout de suite par la classe, l'élégance, le tact de ce monsieur qu'il a toujours. Et lui, apparemment, je lui ai montré que j'étais pas un mec aigri. J'avais envie que ça se passe bien. Et que si un jour, le club pouvait... À l'époque, je disais, si on pouvait être champion de France plusieurs fois. Après, ça arrivait assez vite. Et après, oui, assez vite. Et après, champion d'Europe et tout. Et donc, ils ont très bien travaillé. Des garçons comme lui, comme Jean-Claude Blanc, comme Leonardo, ont fait un travail de fou. Moi, je reconnais que, je sais pas, Verratti, Pastore, j'avais jamais entendu parler d'eux avant. Je savais pas. Maintenant, tout le monde, les idoles. Comme si c'était logique. C'est logique, c'est normal. Il fallait les faire venir. Ça, c'est le travail de Leonardo. Le travail de Leonardo. Et donc, il a très très bien travaillé. Les Lucas, enfin, je ne citerai pas tous les noms qui sont venus, mais... Zlatan, Thiago Motta, Maxwell, dans les premiers. Ouais, tout ça, bon. Et donc, un travail formidable. Je dirais un trio. Leonardo à technique, Nasser, un président d'envergure. Et Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc, qui a vraiment été l'architecte de l'ensemble, et qui est un mec formidable. Et donc, ils ont eu une période, et moi qui aime les marques, ils ont été très critiqués, pas par moi. Ils ont fait quelque chose que je trouve très bien dans une séquence de développement d'une marque. Au début, il faut avoir une phase de lancement. Il faut se faire connaître. Il faut faire un peu le buzz. Il faut avoir un peu de showbiz. Et il faut recruter des stars. À Paris, il fallait des stars au début. Maintenant, on encore, mais on a un entraîneur qui marie de façon extraordinaire stars et joueurs du centre de formation. Les jeunes. Donc faire venir Beckham, faire venir Zlatan, faire venir après Messi, Neymar, Mbappé et tout. Alors les gens disaient, ouais, il y a trop de stars, ils se marchent les pieds. Et les gens, pas tous, les supporters, ils venaient au stade quand même. Mais ceux qu'on a appelés les footix, les gens qui aiment bien que critiquer, ils ne se rendaient pas compte que c'est un délice de voir un dribble de Neymar ou un dribble de Messi. Et combien Neymar a donné de passes décisives à Mbappé. Voilà. Donc, par contre, à un moment, on voulait franchir une étape supplémentaire. Le club était lancé comme une marque est lancée. Il faut atteindre là un rythme de progression, mais de croisière. Donc, être plus sage. Et donc, trouver plus un équilibre. Et donc, l'équilibre, on a eu du mal à le trouver. Il y a quand même eu pas mal d'entraîneurs, Ancelotti... qui sont restés pas très longtemps à chaque fois. Ils ne sont pas restés très longtemps. Et là, le bilan de la stratégie, le lancement, et après une phase plus raisonnable et raisonnée,
paye aujourd'hui. Et on va voir dans quelques jours si jamais cette fameuse Ligue des Champions arrive au Paris Saint-Germain. On paye parce qu'on a trouvé, et je ne le connaissais pas bien. Moi, quand Luis Enrique est arrivé, j'ai pas dit c'est un choix de génie, je ne savais pas. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi, donc gloire à ceux qui l'ont choisi. Et au début, la presse prenait plein la pipe, il n'est pas sympa, il envoie sur les roses des journalistes. Je disais, écoutez, ça, il est comme il est, on va voir s'il y a des résultats. Et tout. Ça a été un peu long. Il s'est rendu compte qu'Mbappé était un très très grand joueur, mais qu'Mbappé avait probablement un peu de mal à jouer avec les autres, même sans Messi et Neymar. Un type comme Vitinha, par exemple, il avait un peu peur d'Mbappé. Il aimantait la balle. Aujourd'hui, si on veut être européen, il faut que les attaquants attaquent, bien sûr, mais descendent, comme fait Ramos, comme fait Barcola, il revient sans arrêt, comme fait notre nouveau géorgien. Kvaratskhelia. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas le risque de le prononcer. Comme Dembélé, qui revient. Et donc, il a compris ça. Et ce n'est pas une attaque à Mbappé. Moi, je n'ai jamais dit Mbappé n'a pas le niveau, n'a pas la mentalité. Ce n'était pas mon problème. C'était un grand joueur, mais on n'arrivait plus à faire prendre la mayonnaise avec Mbappé et les autres joueurs. Ensuite, la mayonnaise a pris et aujourd'hui, je suis ravi. Ceci étant, je suis ravi. D'abord, je serai encore plus ravi si on gagne. Et je me méfie des PSG. Je me méfie non pas de moi, mais je me méfie de ce que j'ai dit tout à l'heure. On passe dans le football, je me méfie du football. On passe très facilement, mon copain Auguier disait, on passe très facilement de héros to zéro. Comme on voit l'image qu'avait Luis Enrique il y a quelque temps, et l'image qu'il avait après. Quand on voit Deschamps, l'image qu'il avait à un certain moment, l'image qu'il avait comme dans les champions du monde. Il faut être modeste. Ça marche très bien actuellement. Et j'ai plutôt confiance parce que j'ai l'impression que c'est solide. Il y a un centre d'entraînement modèle. Possible. Il y a un centre de formation. On voit qu'il y a des joueurs qui sortent quand même. Il y en a 4-5 là, qui ont joué contre Montpellier et qui ont bien joué. Il y a des recrutements intelligents. Il y a Désiré Doué, qui est un jeune joueur. L'équipe est la plus jeune du championnat, je crois, et une des plus jeunes d'Europe avec l'Espagne, ou je sais pas quoi, avec Barcelone. C'était l'équipe la plus jeune des 4 demi-finalistes de la Ligue des Champions. 4 demi-finalistes. Ouais. Donc on a une équipe très jeune. Et je crois que même c'est l'équipe la plus jeune peut-être de toutes les équipes finalistes de l'histoire de la Ligue des Champions récente en tout cas. Voilà. Donc très bien. Mais malgré ça, je dis... Attention. Je ne me balade pas avec un drapeau dans la rue. Tout à fait. On est meilleur, on est plus fort. Et j'aurai toujours la trouille l'année prochaine quand on recevra Toulouse ou Auxerre. J'aurai toujours la trouille parce que ça ne sera jamais un match gagné à l'avance. C'est évident. La seule chose, c'est qu'en général, on les gagne. Qu'on est à l'extérieur, on est très bon parce que pour ce terrain, on a toujours été assez bon. C'est très bon parce que les équipes attaquent plus et qu'on a plus de boulevard pour faire nos 3-4 flèches. Là. Ça aide quand on a des attaquants. Ça aide. Au niveau extra-sportif, j'aimerais avoir votre avis sur le dossier du Parc des Princes. Aujourd'hui, on ne sait pas justement si le Qatar, les Qataris, les dirigeants du PSG vont rester ou pas au Parc des Princes. Quel est votre avis sur la question, vous qui du coup allez au Parc des Princes depuis 55 ans? Mon avis, c'est que je suis... j'ai toujours été à fond pour le Parc des Princes. Et quand à un moment du temps de Canal+, on a imaginé aller au Stade de France, moi je ne serais pas allé. J'aurais pas pu. C'était pas le moment, c'était pas un stade très différent. C'est pas parce qu'il y a Saint-Denis. Saint-Denis est très, il n'y a rien contre le quartier, mais il y a une piste. Enfin, c'est pas. Mais on n'est pas chez nous. Ensuite, quand il y a eu l'arrivée des Qataris, j'ai dit, c'est pas moi j'ai conseillé à Nasser de rester au parc. Je lui ai dit, si vous restez pas au parc,
vous allez couper les racines du club et ce sera un très mauvais départ. Je vais donner quelques conseils de vieux comme ça. Je vais dire, on a une équipe féminine. Il faut la garder. On l'a montée, on l'a gardée. Il l'a gardée et en plus il l'a prospéré. On est les deuxièmes de France et dans les bons. Il n'y a que des décisions comme ça où il a montré qu'il était très sensible au fait de respecter les racines du club. Et maintenant, quand je vais au parc, donc toujours, à tous les matchs, je vois beaucoup d'anciens et tout, même ceux qui sont partis au Paris FC. C'était ma question suivante. Elle viendra. Donc aujourd'hui, il y a une chose, je dis pas que je m'incline, je souhaite toujours que Anne Hidalgo, qui j'ai eu très très bon rapport, accepte de vendre le parc. Quand je dis elle, pas dire elle, c'est l'ensemble de... Il y a des écologiques qui ne veulent pas, elle n'est pas écologiste, hein, elle n'est pas maître de tout et tout. Mais la mairie, j'aime mieux dire la mairie, si la mairie n'accepte pas de vendre, je comprends là très bien que le PSG ne puisse pas rester à Paris. Ça n'existe pas dans rien, dans la vie quotidienne, que le locataire fasse, je sais pas, 500 millions de travaux, je dis n'importe quel chiffre, on est en propriétaire. Alors oui, on dit un bail amphithéotique. Sur 99 ans. D'accord, mais moi, c'est pas moi, mais mes petits-enfants, ils iront au stade. Et donc, je suis obligé, la mort dans l'âme, comme Nasser, comme tous, j'adore le parc, je suis bien au parc, de dire, s'ils ne veulent pas céder, la mairie, bon, libre à eux, on ira ailleurs, et j'irai ailleurs de bon cœur. Et je fais confiance quand même aux Qataris pour que ça ne soit pas un petit stade de 20 000 places dans un quartier pourri. A priori, ça serait plutôt un stade de 70 000. Quand on voit le centre de formation, l'académie de Poissy, ils savent faire. Hein. Et donc j'irai pas, donc je quitterai pas le parc, bien sûr, de gaieté le cœur, mais je ne suis pas de ceux qui disent j'avais plus au parc, si pas au parc, je m'en vais, fini. Non, il y a maintenant un ultimatum. C'est pas un ultimatum, c'est la logique des affaires. Si vous ne me vendez pas le parc, je ne ferai pas les travaux. Donc le club restera à 45 000 et on ne fera pas ce qui est... Bon, mort dans l'âme, j'accepterai. Vous avez en 2021 accordé une interview à Émilie Pilet, qu'on parlait tout à l'heure, et Xavier Chevalier pour le site Virage Paris, dans lequel vous aviez dit « Premièrement, je suis un supporter du PSG ad vitam aeternam. On me proposerait 200 millions par mois. Je ne pourrais jamais être dirigeant d'un autre club, quel qu'il soit. J'ai vraiment une passion profonde pour ce club. » Qu'est-ce que vous pensez justement de Michel Denisot et de Rai qui vont... pour l'instant, offrir leur service au Paris Football Club, qui n'est pas un rival du PSG, mais en tout cas... J'ai de très bons rapports avec Michel Denisot et de très bons souvenirs. Rai est devenu presque un ami maintenant. Je l'avais pris comme ambassadeur, donc les personnes, aucun problème, au contraire. On vous proposerait aujourd'hui 200 millions. Mais, vous ne me croyez pas. Ou on ne me croit pas. 200 millions, c'est idiot, mais on proposerait un salaire de... peu importe le montant. Très important. Jamais je n'irai autre part qu'au PSG. Jamais. Jamais. Et pas plus au Paris Football Club qu'à Lyon, qu'à Toulouse, Toulouse, qui est une ville que j'aime bien, parce que j'ai une maison tout près. Jamais. Et je suis l'homme d'un seul club. C'est sûrement une part c'est un peu bête, sûrement. C'est un peu... je suis comme ça. Jamais je suis l'inverse d'un mercenaire. Et donc... mais je ne critique pas les mercenaires. Moi, je dis que j'aurais été Denisot, jamais je serais allé au PFC. J'aurais été Rai, jamais j'aurais été au PFC. Mais je les comprends. Ils ne sont pas Kézak. Ils n'ont pas le même passé, les mêmes racines, la même passion, la même bêtise, peut-on dire même, le même amour. Il y a une partie
comme toute passion, c'est un peu irréfléchi, c'est un peu bébête parfois. Souvent irrationnel. C'est irrationnel. Et donc, je n'irai jamais dans aucun club pour n'importe quel salaire, rien. J'irai les voir éventuellement, déjà aller. Ça marche bien, tant mieux, ça fera des derbies et tout. Mais quand on m'interroge, je dis, c'est pas pour être poli, je dis, M. Ferracci a fait du très bon boulot, c'est un bon président, il a fait du bon boulot, il a monté son club en première division, il a été chercher Arnaud, Red Bull, donc chapeau, très bien. Et c'est lui qui a débauché a priori Rai et Michel Denisot. Bien joué, mais je ne suis pas du tout un supporter du PFC. Comme aujourd'hui, j'entends pas mal de gens dire « c'est bien, maintenant on va aller les voir jouer et tout ». Il y a une grande partie des supporters qui vont aller là-bas. C'est faux. Les vrais supporters du PSG, ils resteront au PSG. Et à eux, et pourquoi pas, j'en fais confiance, d'avoir une autre... identité. Un autre groupe de supporters, une autre culture et autres. Donc, aucun problème. Mais jamais je n'ai qu'un club. Je n'ai qu'une femme aussi, je suis marié depuis 50 ans. Fidélité. Fidélité. Bon, c'est ça pour vous, fidélité et un petit peu bêtise, être supporter? Non, bêtise, non, pas du tout. Je voulais dire... non, mais on a compris effectivement cette partie un peu... passion. Je veux dire que la passion était irréfléchie. Vous avez dit le mot d'ailleurs irrationnel. Irrationnel. J'ai dit bêtise parce que je ne trouvais pas le mot d'irrationnel. Mais c'est irrationnel, c'est les gens qui n'aiment pas le foot, qui me voient parler du PSG. Alors pour mettre en boîte ma famille, ma femme, je leur dis, j'ai un podium aujourd'hui. Un PSG, 2 mon portable, je suis un malade de portable, 3 la famille. Dans cet ordre. T'es pas malade, la famille. Non, je dis, c'est bien très bien pour vous. Vous avez la médaille de bronze. Vous êtes sur le podium. Alors, vous mettez quand même le portable avant. Tout ça étant de la plaisanterie, bien sûr. Bien sûr. Mais je mets le portable. Ouais. Donc, mais le PSG, il est sur la première marche. Première marche. Et en plus, le PSG, pas uniquement le PSG qui va être champion d'Europe. Le PSG serait en national. Très pareil. Quand il a failli descendre, j'ai dit, mais je paierai mon tribut, je resterai président. Et alors, ça se bousculera peut-être pas, mais moi je pourrais. Donc, non. Voilà. Il n'y a pas que ça dans la vie, parce que bien on sûr. parle du PSG. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Oui, c'est pour ça que quand les gens me disent en ce moment, tu dois tirer un petit nuage, tu vas être le plus heureux. Je leur dis non, le plus heureux, c'est si mes enfants vont très bien, si ma femme va très bien, s'ils ont une bonne santé, s'ils ont un bon boulot. Il faut rester quand même... mais c'est important. Voilà. Et le PSG fait partie de la famille. Le PSG fait partie de la famille, absolument. Et les supporters aussi. Je l'ai dit aussi, le Pro a fait du bon boulot. Mais je n'aurais jamais fait le plan Le Pro. J'ai dit, je n'aurais pas su, je n'aurais pas pu, et je n'aurais pas voulu. Je dis pas que c'est bien. Il a fait, il a eu raison, et c'est peut-être en assainissant le club que les Qataris ont pu venir. Qataris, je dirais que c'est quand même Sébastien Bazin, qui est un mec exceptionnel, qui a été à l'origine de leur venue. Bon, ça c'est une aparté. Mais je dis pas qu'il a... Mais on a chacun sa personnalité. Et moi, j'aurais pas pu, j'ai trop de... pas d'amitié, mais d'empathie pour ça. Donc j'aurais été un... Ça aurait été difficile pour vous, le supporter. Donc j'aurais été un mauvais président, probablement. À ce moment-là. Mais j'aurais jamais fait ça. Il n'y avait pas eu le plan Quézac. Mais il aurait peut-être été moins bien, le plan Quézac. On ne sait pas, on ne saura jamais. Alors, pour finir ce podcast, j'ai toujours quelques petites questions rituelles. Vous allez voir que c'est très simple. La première, j'ai une petite idée, mais vous allez me dire et je vais vous orienter. Si vous deviez me citer un président dans l'histoire du Paris Saint-Germain, alors c'est la première fois que je pose cette question à quelqu'un qui a déjà été président du Paris Saint-Germain, mais en aparté, c'est vous qui avez nommé la tribune présidentielle, la tribune Francis Borrelli. Oui, je citerai Borrelli, parce que j'ai un grand respect des fondateurs, et parce qu'il a imprimé
cette patte qui est donc le showbiz, le côté un peu extraverti, pas un peu, très extraverti, un pied noir les réunions du conseil, c'est un régal. On restait de 7h du soir à 11h du soir, on n'avait pratiquement rien décidé. Mais on s'était écharpé comme si on était au souk de Marrakech pour acheter un vêtement. Mais c'était adorable, c'était formidable. Donc, c'est lui qui a... Et puis, il connaissait merveilleusement le football. Toujours, comme moi, il a adoré Suzy Cohen. Il ne s'est jamais trompé sur qui étaient les grands joueurs. Alors moi, je suis un peu... Quand j'étais, pendant 30 ans en plus, coach sur mon équipe de France de la publicité de football, certains me disaient, avec toi, on aurait 11 numéro 10 en équipe. Bon, c'est bien que là-dessus, je suis un peu déformé. J'ai quand même changé. Maintenant, quand je vois Hakimi ou il faut d'autres profils. Ou quand je vois Donnarumma, je me dis qu'il ne faut pas que des numéros 10. Pas que des numéros 10. Non, c'est un peu tout ça est un peu plaisanterie, mais ça veut dire qu'on aimait tous les deux, pas que nous tous, mais les beaux joueurs. J'ai adoré Pastore. C'est les joueurs que j'aime bien. J'ai toujours, à Évreux, quand j'allais avec mon père voir les matchs, je flashais toujours sur les joueurs techniques, distributeurs et tout. Alors, exagérément, probablement, parce que c'est moi, ça. Donc, pourquoi je cite Borelli ? Il connaissait le foot, il aimait le foot, il aimait les joueurs. Il aimait son club à la passion. Il embrassait la pelouse. Il était un peu fou. Et je vais raconter une anecdote. Quand il a été très malade, Alzheimer, il était dans une clinique dans la banlieue parisienne, je suis allé le voir avec un supporter, un ami de lui, qui s'appelait Polo. Il a pu être là maintenant. Qui était toujours dans la tribune C, la tribune rouge, là, qui étaient les amis de Francis. Et tous les deux, on va aller le voir, il est presque en fin de vie, en tout cas très diminué. Et Alzheimer, c'est-à-dire que moi j'avais amené un maillot, mais bon, il n'a pas reconnu l'autre, enfin, vaguement, il y a peut-être eu un flash, et à un moment, je me penche à son oreille, ça c'est véridique, hein, et je lui dis, tu te rappelles, Suzik. Et là, il se réveille, bien sûr. Enfin, 30 secondes. Mais j'ai senti qu'il faisait un truc, un déclic. J'avais donné j'avais trouvé le bon mot de passe. Le bon mot de passe, voilà. Donc voilà. Donc et donc c'est vous qui êtes à l'origine de l'appellation de la tribune. Oui. Ouais. C'est une idée à vous. J'ai dit ça, j'ai bien sûr posé de la Noé, que c'est le Parc des Princes, c'était pas à nous, qui a été tout de suite d'accord. Et, ah oui. Oh, ça me paraissait complètement normal. Normal, mais qui n'avait pas été fait avant. Est-ce que c'était un peu un modèle pour vous, le président Borelli, ou non, vous étiez différent au niveau personnalité? Moi, par rapport à... Oui, vous. Non, titre différent. Moi, je suis bon, différent. Différent, il était excessif. Je le suis aussi un peu, mais on dit très différent de tempérament. Mais on avait en commun la passion. C'est ça. Passion, j'ai toujours resté jusqu'à ces derniers jours. Pas ami intime, mais proche de lui. Comme proche de Tallard, comme proche de Brochant, encore plus. Hein. Lui, c'était un très très proche. Echter, je le revois encore, on déjeune parfois ensemble. Et je l'ai vu au Parc des Princes il y a un mois, où Nasser avait eu l'élégance d'inviter tous les présidents. Tous les présidents. Il manquait ce pauvre Bietri, bien sûr. Il manquait Brochant, il manquait Borelli, enfin il en manquait, hélas. Mais je l'ai revu. Echter, Belmondo aussi. Ça fait très bien de dire que j'étais ami avec Belmondo, c'est pas vrai, j'étais pas ami. Mais c'était une relation amicale et quand j'allais chez le père Claude déjeuner, il y avait Belmondo, il venait vers moi, j'allais vers lui, on discutait Paris. Quoi. Donc c'était un camarade de football. Un camarade du et Parc on des est Princes. tous habités de la même passion. Et je pense qu'on retrouve, je ne dis pas, je ne citerai pas de nom, que ça a toujours été le cas entre l'époque de Niso et les Qataris.
Il n'y a pas toujours eu des gens habités de la même passion. Mais aujourd'hui, on retrouve ça, et au parc, il y a des moments où je me plaignais, moi aussi, de l'ambiance qui n'était plus là, quoi. Je ne retrouvais plus les tifos, le truc. Et là, je trouve que ça revit. Alors, vous allez me dire, on gagne, et on bat, quand vous battez Manchester City, quand vous battez Barcelone, quand vous battez d'autres équipes, c'est vraiment plus enthousiasmant que de perdre contre Bastia ou Sochaux. Hein. Enfin, il y a quand même une ambiance. Je vous dis, hein, c'est vraiment pas une conclusion, mais c'est là où je suis peut-être assez différent. Je reste quand même les pieds sur terre en me disant, il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Ils font tout pour que ça dure. Et quand des gens m'ont dit dans l'écriterie, Alain, t'es fou, ils vont partir. Et ils vont partir et ils font un centre comme Poissy. C'est des gens sur le départ, ça c'est ridicule de dire ça. Alors ensuite, que politiquement, il y a des gens qui ont des opinions sur le Qatar, comme il y en a sur la Russie qui est propriétaire de Monaco, comme il y en a sur les États-Unis qui est propriétaire de Lyon. Si on mélange tout, on aura que la Suisse comme pays rachetant des clubs. Rapidement, alors si vous devez me citer un entraîneur du PSG. Oh là, je peux citer que Gérard Houllier. Votre grand ami. C'est mon frère, je l'ai appelé à ses obsèques, il fait un petit discours, je l'ai appelé mon frère choisi. Non, c'est un ami. Je l'ai suivi à Liverpool, partout, donc indiscutablement. Indiscutablement Gérard Houllier. Si j'ai bien compris, si vous deviez citer un joueur du PSG, ce serait Safet Suzic. Ouais. Également. Il le sait. Il le sait. Bien que si je commence à en citer, j'ai une passion pour Paul État, pour beaucoup de... Bien sûr. Pour Ronaldinho. Quand je voyais Ronaldinho, le matin des matchs, à l'hôtel, sur la pelouse, seul, en train de faire des jongs, des trucs. Hein. Je restais comme un enfant. Non mais, Safet Suzic, bien sûr. Si vous deviez me citer un match dans toute l'histoire du Paris Saint-Germain, alors c'est peut-être le prochain qui va arriver dans 4 jours, mais celui-là on ne sait pas encore. Donc si vous deviez m'en citer un seul qui vous a le plus marqué. Sochaux PSG. Que vous n'avez pas vu à la fin avec 3 ânes. Absolument. C'était le plus... Évidemment, c'est pas le plus beau match, c'est le plus... ce que vous me dites qui a marqué, ce qui m'a marqué. Parce qu'il m'aurait marqué à vie si c'était mal passé. Enfin, je ne me serais pas suicidé, mais ça aurait été vraiment une cicatrice. Après, bon, je me suis remis, j'étais le président, il y en avait un autre, pas de problème. Hein. Je peux vous raconter un truc pour finir, c'est que... j'allais vous demander le mot de la fin, ça peut être celui-ci peut-être. Le mot de la fin, c'est que j'aurais pu être propriétaire du Paris Saint-Germain. Vous vous souvenez pas de ça? Vous aviez été actionnaire minoritaire, déjà. Oui, mais petit, c'est pas ça, oui. Avec Brochant et Tallard, on avait des parts. Mais à un moment, avec Francis Graille, on s'est dit, Canal+ voulait sortir. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il va reprendre? On ne parlait pas de Sébastien Bazin à ce moment-là, donc il n'y avait pas de repreneur. Le club marchait moyennement bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, qu'est-ce qu'il va reprendre? Avec Graille, on se dit, on se dégonfle pas, on reprend tous les deux. Et je lui dis, oui, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas d'argent. Et lui dit, le problème aussi, c'est que je n'ai pas d'argent non plus. Enfin, argent à ce niveau-là. J'avais dû, pour donner des chiffres, j'avais dû toucher 1 million d'euros de mes parts du PSG minoritaire. Et je dis, je peux le remettre là. Et lui, il garde plus. Et puis en réfléchissant, moi, dans le business, j'avais travaillé dans une banque d'affaires, je connaissais un peu la façon dont ça se passait. Je fais une recherche, je tombe sur un industriel, je me souviens toujours son nom, 123 Multimédia. C'est les sonneries de téléphone, comme il y a eu Index, qui à un moment a été propriétaire de Sochaux. Et je l'appelle et je le convainc de mettre une douzaine de millions. Bon, 12, 13, 14, je fais le tour un peu de gens, j'arrive à 19. Et à 20, j'arrive à 20. Et on négocie avec Vivendi,
On négocie ferme, hein. Et j'ai devant moi la feuille de contrat avec Vivendi et Kazakh Graille. 19 millions d'euros. Ça vaut 4 milliards et demi aujourd'hui. C'est ça. Et les Qataris l'ont acheté 40, je crois. Acheté 40, c'est un peu plus 40. Et je dis à ma femme, tu vois, tu serais milliardaire. Et elle me dit, ce que je dis moi-même, j'aurais fait la connerie de ma vie. Racheter, on avait trouvé le montage, et Canal a accepté. Et après, c'est après, pour faire une équipe, il faut des joueurs. C'est ça. Et donc moi, j'aurais pas acheté Verratti, Pastore et tout. Bien qu'ils aient acheté, sans prendre des joueurs qui n'étaient pas très chers, hein, Pastore. Pastore était un gros transfert à l'époque pour un joueur inconnu. Combien était ? Je crois qu'ils étaient à 43 millions, oui, je crois. C'est Verratti qui n'était pas... Ah oui, je pensais... Bon, non, moi, j'aurais pas pu. Déjà, quand j'étais président, le transfert le plus élevé que j'ai fait, c'était Papus Camara, qui est un mec aussi que je n'ai pas cité, mais je revois avec un énorme plaisir. J'avais acheté à Saint-Étienne 6 millions. J'avais pleuré auprès du président de Saint-Étienne, pas Gazo, mais... Romeyer, Roland, laisse-le-moi à 5-9, 5-8. Psychologiquement, pas question. Vous vous rendez compte, 6 millions à l'époque, et aujourd'hui on parle de 100 millions. Donc j'aurais fait une connerie monumentale. Non, parce que j'aurais revendu mes parts à un industriel. Comme vous dites, 20 millions, c'est le départ. Après, il fallait pouvoir assurer derrière. Ce qui coûte cher dans le club de foot, de façon générale, c'est pas de racheter Saint-Étienne à l'époque, ou de racheter Caen, ou de racheter Troyes, ça c'est à la merci de gens pas très riches. Le problème, c'est qu'ensuite, vous devez mettre 80, 100 millions régulièrement. Pour les joueurs. Et vous voyez que ma course n'en met pas assez. Mais ce qu'il peut, c'est pour mais que John Textor, il vend, il n'achète pas. Donc c'est ça, le coût d'un club, c'est pas du tout le coût d'achat. C'est après. Quand on me dit, tu devrais acheter, tu devrais te mettre sur le coup avec tes financiers. C'est à 20-30 millions. Je dis, ça veut rien dire. C'est à 30 millions qu'il faut remettre 100 millions après. Donc c'est ça. Donc j'ai failli, j'ai bien fait. Mais bon, ma passion. Ça aurait été une autre vie. Ah oui, alors, le mec, je dis, j'ai pas raconté la fin. C'est que le mec qui donnait 12 millions, aimait pas le foot, c'est un placement. Il m'appelle le matin, la signature, on allait chez Canal, avec Méo, tout ça, pour me dire, je me retire. On dit, 12 millions à sortir. Là, on est en culotte courte. Là. Ça va pas. Et là, je dis à Graille, on n'y va pas, on va plus leur dire la vérité. Et lui, plus gonflé que moi, il dit, non, on y va, Alain, on va retrouver quelqu'un. Je veux bien, mais ils ne sont pas quand même nés de la première pluie. On y va, on leur raconte ça, et ils sont comme sympas, ils ont voulu 5 mois pour trouver. Après, ça s'est mal passé parce que Graille a été pris à partie par les supporters à cause de la rue, vous vous souvenez, enfin. Tout à fait. Donc, Méo a dit, bon, on va faire autre chose. Et est arrivé Connie Capital avec un garçon d'une énorme valeur qui est un des grands chefs d'entreprise actuels. Et quand il a pris cette décision, Sébastien Bazin, c'est quand même lui qui était l'actionnaire principal, de dire on prend quelqu'un et que Kazakh le veuille ou pas. Le lendemain, j'étais le voir, enfin le surlendemain, je lui ai dit Sébastien, il y a 2 cas de figure. On reste amis ou on est fâché. Si tu me demandes, moi, je reste ami. Parce que tu as fait ton boulot d'actionnaire et moi j'ai fait mon boulot de manager. Tu as le droit de me virer, tu as le droit de prendre un mec, tu as le droit. J'ai le droit de ne pas accepter. Et toi, on reste amis. Depuis, on est les meilleurs amis du monde. Est-ce que vous serez à Munich pour la finale ? J'ai peur que non. Parce que là, c'est un problème médical. Je pourrais, mais c'est le voyage. Je fais des voyages à l'étranger parfois. Le voyage, après aller à l'hôtel, après aller au stade, dans la foule, revenir du stade, et vous avez vu, c'est quand même compliqué au niveau logistique. Bon, même si je suis en fauteuil, bon, c'est vrai que c'est... Peut-être au Parc des Princes, s'il y a une retransmission.
Non. À la télé, calmement, comme vous nous avez dit tout à l'heure. La seule consolation, ce sera d'être seul avec ma femme, ici, à regarder. Pas un mot du match. Quand on marque un but, je lève le bras. Je fais ça, c'est tout. Et je suis... Quand j'écoute les commentaires, les mecs font bien leur boulot. Moi, les journalistes, c'est trop facile de dire non, ils font leur boulot, on n'a pas le même boulot. Eux sont des juges et moi, je suis un avocat. Je suis avocat de mon équipe, eux, ils sont des juges. Donc, je ne critique pas du tout. Mais je ne peux pas supporter quand j'entends bravo, le Real a bien mérité, voilà ce qu'est le football, et qu'ils tapent le PSG. Ils ont peut-être raison. Je ne peux pas. Alors, je ne suis pas à fermer le son, mais presque. On verra si le PSG va mériter cette Ligue des Champions, en tout cas s'il va la remporter. Merci beaucoup, Alain Quézac. Je vous en prie. De m'avoir reçu chez vous. J'ai beaucoup parlé, vous ferez le tri dans ce qui est... Non, c'était parfait, il y avait beaucoup à dire. Écoutez, c'est l'âge. Hein. Quand tu as 83 balais, il y a plus à dire que quand on a 40 ans. Et puis vous aviez quelques histoires et quelques vécus à raconter. Oui. Puis j'aurais pu vous parler quand on ferait un autre podcast sur les entreprises, je vous parlerai de ma carrière qui quand même a duré 35 ans de communication avec ces gars-là et compagnie. Chez RSCG. Ouais, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais elle était mouvementée aussi. C'est pour ça que je m'enflamme sur le PSG. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Enfin, il y a des choses importantes et c'est pas pour ça que je suis aveugle et je ne dis pas que l'équipe. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, Président. C'est ainsi que se termine cette première saison de Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Vous pouvez retrouver l'intégralité des 30 premiers épisodes sur vos plateformes d'écoute. Je vous souhaite une bonne fin de saison et je vous donne rendez-vous prochainement pour partir à la rencontre de nouveaux supporters.